Donc on va reprendre par la session sur le cancer du col avec Fabrice Lecuru. Bien, bonjour tout le monde. Désolé là pour le petit contretemps technique. On va donc pouvoir attaquer la question sur la chirurgie des cancers du col précoce après Lac et Sucor, qui était la question posée. Je vais bien sûr en parler. Et puis je replacerai peut-être un peu plus le problème du cancer du col utérin dans le contexte actuel, parce que je pense que c'est une question intéressante et qui, j'espère, va peut-être évoluer dans les années qui viennent. Alors, je trouve que c'est l'histoire des essais Lac et principalement Sucor et toutes les autres techniques est extrêmement intéressante, parce que c'est représentatif de ce qu'on a fait depuis à peu près 40 ans. On décrit une technique chirurgicale, en l'occurrence, là c'est Michel Canis et l'équipe de Clermont qui avaient beaucoup posé les bases de l'hystérectomie radicale par Célio. On publie de nombreuses études rétrospectives, le plus souvent unicentriques, quelquefois multicentriques, quelques études prospectives, qui disent toutes la même chose. La Célio est mieux que la laparotomie en termes de complications, per, post-op, de durée de séjour, de douleur, etc., etc., etc. Vous savez ça comme moi. Et la survie est équivalente. Et puis on fait des méta-analyses de ces données rétrospectives qui vous disent exactement la même chose, tout va bien, pas de problème. Et puis c'est même intégré dans les recommandations. Si vous reprenez les recommandations NCCN ou ESGO de l'époque, vous verrez que la célioscopie occupe une vraie place. Là-dessus, Pedro décide de faire un essai de non-infériorité pour valider la célioscopie. C'était comme ça l'idée de base, et qui malheureusement montre l'inverse de ce qui était attendu. Et puis alors là, il se passe un truc très amusant, c'est que depuis Lac, absolument toutes les études montrent les mêmes résultats que Lac. C'est-à-dire qu'avant, c'était toujours mieux en célio, depuis Lac, c'est toujours mieux en laparo. Je voudrais bien que les méthodologistes m'expliquent ce qui se passe. Alors, effectivement, ça a été un coup de tonnerre, la publication de Lac. Il faut se rappeler que c'était un essai de non-infériorité avec l'objectif principal, c'était la DFS à 4 ans et demi. Et l'hypothèse statistique, c'était que la célio ne devait pas être inférieure en DFS de moins de 7% par rapport à la laparotomie. Et comme vous le savez, on a observé l'inverse, c'est-à-dire que ce soit en DFS à 4 ans et demi, mais même en survie globale, la survie est meilleure par laparotomie, avec une différence qui est majeure pour les tumeurs qui sont entre 2 et 4 cm, c'est-à-dire les 1B2 actuels, et qui est beaucoup plus discutable pour les 1B1. Pedro considère que même si la différence n'est pas significative, il faut la considérer comme significative. Je suis peut-être moins extrémiste que ça. Deuxième chose intéressante, c'est qu'on a des profils de récidives qui sont complètement différents entre célio et laparo. Il y a beaucoup de récidives sur la goutte vaginale par laparo, moins par célio, mais par contre, il y a beaucoup plus de récidives pelviennes par célio que par laparo, où il n'y en a pas du tout. De même, sur les récidives multiples et distantes, les profils sont inversés. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose de technique qui s'est passé. Le problème de cette étude, et ça a été beaucoup discuté au départ, c'est qu'il nous manque beaucoup de paramètres. On ne sait pas, par exemple, justement, la longueur des paramètres éséqués dans les deux groupes. On ne sait pas la longueur de la colonne vaginale. On n'a pas l'information sur comment a été faite la colpotomie. On n'a pas l'information sur l'utilisation d'un manipulateur, etc., etc. Cependant, je pense qu'on peut en tirer deux enseignements majeurs. Un, c'est que la survie est excellente dans le bras laparotomie, et ça aujourd'hui, ça va devenir notre référence. Et deuxièmement, que la chirurgie mini-invasive, parce que c'était essentiellement de la célio, mais il y avait quelques robots, réduit la DFS et l'OS. On s'est pris une deuxième tarte moins de 2 ans après. On se disait, bon, ok, la survie est moins bonne, mais on va peut-être avoir un bénéfice en morbie et en qualité de vie. Eh ben non. Si vous regardez la célio par rapport à la laparotomie, il n'y a pas de différence pour les complications péropératoires. Il y a un petit peu plus de transfusion pour le groupe open, mais c'est tout. Et pour les complications post-opératoires, à part les complications pariétales, il n'y a pas de différence significative entre célio et open, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on avait raconté précédemment sur les bénéfices supposés de la célioscopie. Il y a même une troisième couche avec la qualité de vie, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bénéfice
en qualité de vie entre Célio et la paro au-delà de quelques semaines. Donc si vous faites le résumé de tout ça, ça veut dire que pour quelques cicatrices de moins, 2 jours d'hospitalisation de moins, vous avez 10% de survie en moins. Voilà, donc effectivement, le risque-bénéfice est vite calculé. Alors ensuite, il y a eu de nombreuses études de confirmation qui ont, je vous ai dit, toutes montré la même chose, avec un bénéfice à la paro par rapport à la célioscopie. Alors quand on a un résultat comme ça, on peut se dire, bon, il y a peut-être des effets centres. En fait, non, c'est universel. Quel que soit le pays, quel que soit le type de centre, le résultat est le même. Il y a peut-être des sous-groupes qui sont différents. Effectivement, il y a l'air d'y avoir les moins de 2 cm, les 1B1 et les plus de 2 cm. Donc, clairement, le problème est pour les plus de 2 cm. Ce qui ressort, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'expérience du chirurgien. Il y a clairement un effet entraînement qui apparaît dans un certain nombre d'études. Et enfin, la question qui commence à être bien résolue, c'est la pathogénie. Pourquoi est-ce que ce profil de récidive est différent après célioscopie qu'après la parotomie? Donc là aussi, on a des explications et on a avancé sur le sujet. Alors on me demandait de parler de l'étude SUCOR. SUCOR, c'est l'inverse de LAC, c'est-à-dire c'est rétrospectif, c'est purement européen, c'est uniquement chez des gens qui sont inscrits à l'ESGO. C'est quand même un facteur, à mon avis, important. C'est uniquement des stades 1B1 2009, c'est-à-dire jusqu'à 4 cm, et opérés entre 2013 et 2014, de façon à avoir du recul. Et là encore, on va regarder la survie à 4 ans et demi. 693 patientes, par contre, au début, ils n'avaient pas inclus les conisations parce que ça posait le problème d'avoir la taille tumorale exacte, ou si la conisation était faite préalablement dans un autre centre, vous n'avez éventuellement que la maladie résiduelle pour juger. Donc ça posait des problèmes. Eh bien, SUCOR montre la même chose que LAC, c'est-à-dire que le risque de récidive est augmenté, il est même doublé, pour les patientes qui sont opérées par célioscopie que pour les patientes qui sont opérées par laparotomie. Et là encore, on observe essentiellement ce résultat pour les tumeurs de plus de 2 cm où le hazard ratio est à plus de 2, alors que pour les tumeurs de moins de 2 cm, il n'y a pas de différence significative. Donc on commence à se dire que SUCOR ressemble beaucoup à LAC. Ce qui est intéressant dans SUCOR, c'est qu'ils ont regardé un certain nombre de paramètres techniques. Le premier, c'est l'utilisation ou pas d'un manipulateur utérin. C'est vrai qu'on a eu une idée bizarre d'aller mettre des bonnes tiges métalliques à travers des tumeurs en place. Ça paraît, avec un peu de recul, pas si une bonne idée que ça. Et effectivement, quand on regarde les résultats, le risque de récidive est doublé en cas d'utilisation d'un manipulateur utérin. Ça ne concerne bien sûr que les patientes opérées par la paro. Et il n'y a pas de différence en termes de risque de récidive et de survie sans récidive entre la chirurgie ouverte et la chirurgie célioscopique sans manipulateur. De la même façon, si on regarde la survie globale, l'OS est significativement moins bonne pour les patientes opérées avec manipulateur, cette fois-ci, que ce soit pour les tumeurs de moins de 2 cm ou de plus de 2 cm. Deuxième technique qu'ils ont regardée, c'est la fermeture vaginale. C'est-à-dire qu'on fait une colpotomie avant de faire l'hystérectomie. De façon, je trouve que ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça permet de bien régler la longueur de la collerette vaginale sur un plan macroscopique par rapport à la tumeur. Deuxièmement, ça permet d'exclure, puisqu'on suture cette colpotomie, ça permet d'exclure complètement la tumeur du site opératoire. Et donc là encore, ils observent un résultat intéressant, c'est-à-dire que le risque de récidive est doublé en cas de non-fermeture vaginale pour les tumeurs de plus de 2 cm. Et le risque de récidive devient similaire à ce moment-là entre open et célioscopie. De la même façon, ça joue sur la survie globale. Le risque de décès est doublé sans fermeture vaginale, notamment pour les tumeurs de plus de 2 cm. Donc on voit que les aspects techniques sont importants. Et puis, il y a un papier qui est paru là plus récemment sur la même étude, mais cette fois-ci, ils ont réintégré les patientes qui avaient eu une conisation. Et on va retrouver de nouveau une différence entre les patientes qui ont pu avoir cette conisation et qui ont un risque de récidive qui est abaissé,
par rapport à celles qui n'en ont pas eu, et avec un risque de récidive et même un risque de décès qui est augmenté. Et là encore, on retrouve la même chose. Si on a une conisation préalable, la survie sans récidive devient équivalente entre la voie mini-invasive et la voie ouverte. Alors, je ne parlerai pas d'une troisième technique qui est la curithérapie, puisque Cyrus va nous en parler juste après, mais en France, les patientes, notamment au-delà de 2 cm, peuvent bénéficier fréquemment de cette technique, et cela a probablement également un intérêt. Alors, cette technique célio-vaginale sans manipulateur avec colpotomie, elle a également été rapportée par Köhler en Allemagne. Il faut savoir que c'est une étude rétrospective, mais en fait, ce sont des bases de données prospectives qui viennent de 4 centres. Il y a de mémoire Hambourg, La Charité, il va y avoir Düsseldorf, et j'oublie le 4e, où les gens sont clairement très entraînés à la célioscopie. Ce sont les mêmes indications que l'AC. De façon intéressante, ils ont moins de traitement adjuvant, 18% contre 28% dans l'AC, et ils ont regardé la survie et comparé par rapport à l'AC. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que leur survie avec une voie célio-vaginale sans manipulateur et avec colpotomie, chez des gens entraînés, donne des résultats équivalents à ceux de l'AC. Chose intéressante dans ce papier également, c'est qu'il signale des récidives tardives au-delà de 5 ans, et ça, c'est pas mesuré dans l'AC. Donc peut-être qu'on aurait encore dans l'AC des résultats plus mauvais que ceux qui ont été publiés jusqu'à présent. Alors, la parotomie n'est pas forcément la solution miracle. J'ai mis une petite photo amusante à gauche. Je ne sais pas s'il est plus facile de faire une hystérectomie élargie dans ces conditions-là que par célioscopie. Deuxièmement, il y a des papiers, et c'est valable pour le cancer du col, qui montrent que la laparotomie est un facteur de risque, à la fois en univarié mais également en multivarié, de complications post-opératoires. Les autres importants étaient l'obésité et les comorbidités médicales notamment. Deuxièmement, il y a quelques résultats discordants, et ça c'est une étude intéressante parce que c'est une étude en population faite en Suède et qui compare cette fois-ci non pas célioscopie mais robot avec la laparotomie et qui montre des résultats différents de l'AC. Donc on voit que tout n'est pas forcément réglé et qu'il y a des marges de discussion. Alors ensuite, les choses vont encore évoluer parce qu'il y a pas mal d'essais en cours. On trouve actuellement sur le site trial.gouv un essai en Chine, les 3 essais launch de Shanghai, où ils ont subdivisé les cancers du col opérable et fait un essai pour chaque catégorie quasiment. Et puis 2 grands essais internationaux, RAC plutôt européen et ROC aux États-Unis, avec un essai également qui est ouvert au MD Anderson, laparotomie versus robot. Donc voilà, on aura des arguments supplémentaires dans les années qui viennent. À mon avis, ces essais ne vont pas terminer leurs inclusions avant au moins 2-3 ans pour les plus avancés. Rajouter la durée de suivi, on en a encore quand même pour quelques années à discuter, mais on aura des réponses et on pourra faire des belles méta-analyses. Alors, quel impact ça a eu chez nous? Alors ça, au passage, je remercie Floriane, que j'ai aperçu d'ailleurs tout à l'heure, qui est capable de faire des extractions des données de l'assurance maladie qui sont absolument fabuleuses. Voilà l'évolution des voies d'abord entre Célio et Laparo, après la publication de l'essai LAC. On observe 2 choses. La première, c'est que la célioscopie diminue beaucoup. La laparotomie augmente un peu. Si on avait plus d'évolution dans le temps, peut-être qu'on verrait un croisement des courbes, mais effectivement, il y a eu un effet. Il nous manque la survie. Est-ce que ça a eu un bénéfice sur la survie des patientes? Et deuxième chose qu'on observe, c'est qu'il y a une réduction importante du nombre de cas opérés. Le cancer du col opérable devient une maladie rare. Pour preuve, le nombre de cas opérés par centre. Si vous regardez en 2019, il y avait 355 cancers du col opérés dans 25 centres. 1 opéré plus de 30, 2 entre 20 et 30,
et les 22 autres entre 10 et 20. Je vous laisse comparer ces volumes d'activité. Donc ça veut dire que tous les autres font moins que 10. Je vous laisse comparer ces volumes d'activité par rapport aux critères ESGO sur les critères de qualité pour la chirurgie du cancer du col. Je rappelle au passage, alors ça c'est une autre évolution, c'est intéressante, là aussi c'est Florian, c'est qui fait quoi. Donc alors les couleurs sont peut-être un peu difficiles à voir, mais on voit que finalement les gens sont plutôt dans leur rôle. C'est-à-dire que vous avez en abscisse les cancers du col opérés, c'est-à-dire le traitement, et en ordonnée les conisations, c'est-à-dire le diagnostic. Vous voyez que les centres de lutte font essentiellement du traitement, que les CHR et CHU font les deux, ils font du diagnostic et du traitement, et les autres font surtout du diagnostic. Donc là, quelque part, il y a quelque chose de rassurant. Je reviens sur les questions de volume. Le problème de la chirurgie du cancer du col précoce, c'est que c'est, en tout cas pour l'hystérectomie élargie, c'est que c'est une intervention relativement complexe. Il y avait une étude coréenne qui avait très bien montré ça il y a quelques années. C'est une équipe experte en célioscopie, et ils avaient comparé leurs résultats entre les 50 premiers cas de CHL et les 50 cas suivants. Vous n'êtes pas surpris, il y avait moins de saignements, il y avait plus de ganglions pelviens prélevés, les patientes reprenaient plus vite leur miction, etc., etc., etc. Et quand vous regardez les complications, là aussi, il y avait une chute des complications après les 50 premiers cas. Si vous regardez les courbes du bas, qui sont intéressantes également, vous voyez que la dispersion est extrêmement importante. C'est-à-dire que même que quand vous êtes entraîné, vous continuez à avoir des écarts par rapport à la médiane qui restent extrêmement importants. Donc ce n'est pas une technique qui est aussi simple que ça. Et donc les données qui sont le plus souvent reprises, c'est qu'il faut une cinquantaine de cas pour se former, il en faut 10 à 15 pour maintenir l'entraînement. Je vous laisse rapporter ça par rapport au volume effectué dans les centres en France. Donc la solution, c'est la centralisation. Surtout qu'il n'y a pas que la chirurgie dans les cancers du col précoce. Il vous faut une anapathe, il vous faut un diagnostic certain par rapport aux emboles, il vous faut aujourd'hui un diagnostic HPV, il faut de l'imagerie de qualité et pas se faire blouser par une pseudo-infiltration des paramètres sur une IRM mal interprétée. Je pense qu'il faut de la curithérapie dans le centre et examiner les patientes conjointement entre les chirurgiens et les curithérapeutes. Deuxièmement, les algorithmes se sont beaucoup complexifiés, c'est-à-dire qu'avant, c'est simple, c'était CHL plus curage pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a les traitements conservateurs, il y a des radicalités différentes, il y a le ganglion sentinelle qui pourra être fait en extempo, mais qui vous ratera régulièrement les micrométastases, ou inversement, attendre un définitif et qui vous donnera les CTI, les micrométas, mais qui vous aura imposé de développer les fosses préalablement, donc qui seront plus difficiles à réopérer secondairement. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le verre. Les algorithmes se complexifient. Si vous ne faites pas ça tous les jours et si vous n'avez pas des gens qui connaissent ça particulièrement bien autour de vous, vous êtes largués. Troisième chose, ces femmes sont jeunes. On a vu avec l'AC qu'elles avaient un bon pronostic. La question du suivi, de la sexualité, des traitements hormonaux, etc. est capitale. Donc il faut organiser l'activité du centre pour prendre en charge ces aspects-là et pas seulement savoir faire une hystérectomie radicale au moment où elle est nécessaire. Alors cette question de centralisation, ce n'est pas une idée qui m'a germé tout seul dans la tête. Monsieur Monaghan, qui connaissait bien les cancers du col en 1990, le publiait déjà. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a pas beaucoup évolué sur le sujet. Alors, mes conclusions sont simples. Aujourd'hui, pour les tumeurs de plus de 2 cm, le traitement par laparotomie donne des meilleurs résultats en termes de DFS et d'OS. Donc il n'y a pas de discussion, ça doit rester le standard et il n'y a pas de perte en termes de complications et de qualité de vie. Et l'essai du bras, le bras à laparotomie de l'essai LAC doit être considéré comme notre référence actuelle. Quand on va monter un essai sur le cancer du col, c'est ça qu'il faudrait prendre aujourd'hui. Cependant, la voie cellio-vaginale sans manipulateur avec exclusion de la tumeur peut être proposée en option par une équipe entraînée chez une patiente informée. Là aussi, je pense que la curithérapie peut être une aide dans un certain nombre de cas, mais c'est Cyrus qui développera ça. Deuxième conclusion, les essais chirurgicaux sont indispensables pour valider les techniques et les stratégies. Si l'acte n'avait pas existé, on n'aurait pas ces questions-là et on ferait toujours de la célioscopie comme on la faisait il y a un peu plus de 5 ans. Mais dans les essais chirurgicaux, l'assurance qualité est capitale. Or ça coûte cher et c'est le problème des essais chirurgicaux aujourd'hui, c'est que ces essais sont insuffisamment financés. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il faudra faire remonter auprès de nos tutelles. Et deuxièmement, pour les techniques chirurgicales, il faudrait systématiquement appliquer le système idéal, c'est-à-dire partir de l'idée, développer, explorer, évaluer et regarder la survie à long terme en cancéro.
Je rappelle qu'il y a actuellement 2 essais ouverts en France sur le cancer du col, Santicol 3 pour l'évaluation du ganglion sentinelle, c'est un essai sur la survie et la qualité de vie, et l'essai Contessa pour la chimiothérapie néoadjuvante dans certaines indications potentielles de traitement conservateur. L'autre conclusion, je vous l'ai expliqué, c'est une maladie rare, prise en charge complexe. Ça nécessite, à mon sens, une centralisation. Et puis surtout, ma conclusion finale, c'est que si on vaccinait correctement, nous n'aurions pas à faire cette session aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice. On fera les questions après le topo de Cyrus, comme ça, ce sera plus logique dans la discussion. Donc, Cyrus Chargari va nous parler, merci Cyrus d'être là, merci de l'invitation, de la curithérapie qui vraiment revient encore plus au goût du jour à l'issue avec toutes ces données qu'on a actuellement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis oncologue radiothérapeute et j'ai la responsabilité du service de curithérapie de Gustave Roussy. Donc, on va voir ensemble en quoi la curithérapie préopératoire a une indication dans la prise en charge des cancers du col utérin, quels sont ses avantages, quelles sont ses limites, et surtout quel est le rationnel au vu de tout ce qui vous a été montré sur les voies d'abord, sur les aspects chirurgicaux. Alors, tout d'abord, quelle est la place de cette curithérapie préopératoire dans les recommandations internationales de prise en charge des cancers du col utérin? Le stade précoce, par définition, c'est le stade limité au col utérin, sans atteinte ganglionnaire, sans atteinte paramétriale, sans atteinte vaginale, et une tumeur qui mesure moins de 4 cm. Donc les stades T1B1, T1B2 dans la classification 2021. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de place pour la chirurgie pour les stades au-delà. Donc la curithérapie s'intéresse donc au stade précoce, donc des stades chirurgicaux. Le traitement de référence dans ces stades précoces, c'est la colpohystérectomie élargie, le curage et ganglion sentinelle. La radiothérapie externe et la curithérapie, c'est également une option tout à fait valide dans la prise en charge des cancers du col utérin. On a vu qu'il y avait une diminution de la chirurgie probablement dans les stades précoces, sur les diapositives précédentes. C'est aussi peut-être parce qu'il y a de plus en plus de patients pour lesquels on va proposer un traitement plutôt par radiothérapie, radiochimio, curithérapie. Et la curithérapie préopératoire s'intègre comme une option thérapeutique chez les patientes qui vont être prises en charge par chirurgie. Dans les recommandations françaises de prise en charge de RECORAD, c'est les recommandations de la Société de radiothérapie, on a considéré que la curithérapie préopératoire est une option avec un niveau de preuve qui est relativement faible, basé sur des études rétrospectives, pour les patientes qui ont des facteurs de risque que sont la présence d'emboles, une tumeur de plus de 2 cm, et ces facteurs de risque sont évalués soit sur l'imagerie IRM, soit sur une conisation. Et l'objectif de cette curithérapie préopératoire, en fait, il est assez simple, c'est d'éviter une indication de radiothérapie post-opératoire, d'éviter que la patiente prise en charge pour un cancer du stade précoce ait une chirurgie, puis derrière besoin d'une radiothérapie, voire d'une radiochimiothérapie concomitante. Ça, ce sont les recommandations françaises de radiothérapie. On a les recommandations européennes de l'ESGO, ESP et de l'ESTRO, qui considèrent que cette curithérapie préopératoire est également une option, une alternative acceptable dans des centres qui en ont l'expérience, donc des centres assez limités. Et c'est quand même, ça n'a pas été évident d'intégrer dans les recommandations européennes cette prise en charge par curithérapie préopératoire, quand on considère que c'est une approche qui est vraiment franco-française. Alors, c'est ce que je pensais jusqu'il n'y a pas très longtemps, mais on voit sortir actuellement des publications, en particulier polonaises, d'autres équipes européennes qui évaluent, également chinoises, qui évaluent cette curithérapie préopératoire, signe que cette approche semble quand même assez intéressante. Alors, le niveau de preuve, je vous l'ai dit, il est assez faible. On n'a pas d'études prospectives, on a encore moins d'études prospectives comparatives sur la place de la curithérapie préopératoire, mais on a quand même de très nombreuses études rétrospectives. Je vous ai mis ici les plus récentes. Ce n'est pas une revue exhaustive. On a de nombreuses études rétrospectives anciennes, avec des techniques chirurgicales qui ont depuis évolué, avec des techniques de curithérapie qui ont également depuis évolué. Et sur les 6-7 dernières années, on a quand même beaucoup d'études françaises qui ont été publiées et qui montrent des résultats tout à fait satisfaisants chez des patientes prises en charge par curie, puis colpohystérectomie et lymphadenectomie. Alors le rationnel à cette curithérapie préopératoire, pour les patientes qui ont une tumeur de plus de 2 cm et ou des emboles souvent identifiées par conisation,
je vous ai dit, c'était d'éviter la radiothérapie post-opératoire. Alors comment ça se passe ? Les patientes ont une curithérapie, je reviendrai ensuite sur les modalités de réalisation de cette curithérapie, puis elles ont une chirurgie qui est systématique, on n'a pas encore de données sur une curithérapie exclusive, et cette chirurgie est réalisée 6 à 8 semaines après la curithérapie. Il a été montré que si vous augmentez le délai entre curithérapie et chirurgie, vous augmentez le risque de récidive. Le rationnel, donc éviter les radiations post-opératoires, mais c'est également de potentialiser le contrôle local. Et quand les patientes sont opérées après curithérapie, elles ont dans 70% des cas, et ce chiffre de 70%, il ressort dans quasiment toutes les études, c'est entre 70 et 75%, une réponse complète histologique avec absence de cellules tumorales résiduelles au niveau du col utérin. Sans augmentation évidente, je dis évidente parce qu'encore une fois, on n'a pas le niveau de preuve d'une étude randomisée, mais sans augmentation évidente des complications post-opératoires dans des équipes, par des équipes qui ont accès à une curithérapie et à une chirurgie, donc par des équipes qui connaissent ces traitements multimodaux combinés. Peut-on envisager une chirurgie moins radicale quand on fait le constat que 70% des patientes sont en réponse complète histologique? Pourquoi pas? On a des données publiées en particulier par Catherine Usan il y a plusieurs années qui ont été confirmées à l'ère de la curithérapie guidée par imagerie. On a 0,5% d'atteinte paramétriale sur les pièces de colpohystérectomie élargie. Ça veut dire que possiblement, on pourrait éviter de faire une dissection des paramètres et se contenter, entre guillemets, d'une chirurgie extrafaciale. C'est une question ouverte. Il y a des équipes, en particulier à Marseille, qui font maintenant, quand ils font curithérapie préopératoire, une chirurgie un peu plus conservatrice. Ensuite, la radiothérapie post-opératoire, on a pour objectif de l'éviter, mais dans ces études rétrospectives maintenant un petit peu anciennes, qui n'avaient pas forcément les mêmes outils d'imagerie qu'aujourd'hui, qu'une IRM qui était peut-être un peu moins fréquente, on a autour de 15% des patientes qui ont quand même malheureusement besoin d'une irradiation post-opératoire parce qu'il y a une atteinte ganglionnaire sur le curage qui va être fait. Et ça, c'est la situation qu'on essaie d'éviter, d'avoir curie préopératoire, CHL, et derrière besoin d'une radiochimiothérapie post-opératoire en raison d'une atteinte ganglionnaire. Ce chiffre de 15%, il est valable dans des séries où il n'y a pas eu de stadification chirurgicale avant curithérapie. Alors, la plus grosse étude, c'est celle-ci. Sur 200 patientes prises en charge par curithérapie préopératoire, puis colpohystérectomie et stadification ganglionnaire, on a des résultats, comme vous pouvez le voir, qui sont tout à fait satisfaisants, pas excellents non plus, mais qui sont tout à fait satisfaisants quand on les compare aux données qui vous ont été présentées, d'essais randomisés de patientes pourtant bien sélectionnées. Là, on est sur des études rétrospectives. Alors certes, il y a des biais, mais on a une survie à 50, 92%, une survie sans récidive de 91%, 8% de rechute, 2% de récidive locale. Et des toxicités tardives grade 1-2 de l'ordre de 21%, 70% de stérilisation, un résidu tumoral inframillimétrique dans 13% des cas, et un résidu significatif de plus d'un millimètre dans 17% des cas. Seulement 7% des patientes opérées ont un résidu supracentimétrique. Donc ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, il ne reste plus grand-chose. Et sur ce reliquat de plus d'un centimètre dans 7% des cas, on peut même se poser la question, ou en tout cas, a fortiori pour les reliquats millimétriques, est-ce que si on n'avait pas attendu un peu et pas opéré la patiente, peut-être que les choses auraient disparu. Néanmoins, ces données qui montrent des résultats tout à fait satisfaisants de cette approche multimodale curithérapie-chirurgie montrent que dans cette étude, pourtant, les patientes avaient été prises en charge, comme on en discutait avec Sébastien Gouy, avec manipulateur. Ce sont des patientes qui avaient des facteurs de risque, qui avaient des tumeurs de plus de 2 cm, qui avaient des emboles. Et alors qu'on a cumulé tous ces facteurs de risque, on a des résultats qui sont quand même excellents. Alors, il y a des alternatives à la chirurgie et au traitement par curithérapie-chirurgie. Et on a cet essai de Landoni, qui est un essai maintenant très ancien, publié la première fois en 1991, qui a été mis à jour plusieurs fois. Et on a ici les résultats avec un suivi de 20 ans. Il n'y a pas beaucoup d'études qui peuvent se permettre d'avoir des mises à jour de leur survie avec un tel délai. Et cette étude avait comparé chirurgie d'emblée versus radiothérapie, curithérapie. Le traitement standard étant chirurgie. Et cette étude avait montré, et on confirme avec un suivi plus long, l'absence de différences en survie quand on fait soit une chirurgie, soit un traitement par radiothérapie, curithérapie.
et pas de différence non plus en survie spécifique. Par contre, quand on regarde les complications, davantage de complications chez les patientes prises en charge par chirurgie d'emblée. Et la raison est que ces patientes, dans 2/3 des cas, plus de 66% des cas, enfin 66% des cas à peu près, avaient reçu, en sus de la chirurgie, un traitement adjuvant par radiothérapie, en raison de la mise en évidence sur la pièce opératoire de facteurs de risque de rechute, que sont l'atteinte ganglionnaire, l'atteinte des paramètres, l'atteinte des marges, et donc un pronostic plutôt péjoratif. Et quand on regarde donc les toxicités tardives grade de 3, dans le bras chirurgical, 32%, dans le bras radiothérapie, 23%. Alors qu'on est sur des techniques de radiothérapie, aujourd'hui complètement désuètes, sur du cobalt, sans optimisation, et des techniques de curithérapie également complètement désuètes. Curithérapie 2D avec des dosimétries faites sur des radiographies, prescription au point A, donc aucune optimisation fine. On s'attend à ce qu'aujourd'hui, on ait des meilleurs résultats. Et on a donc des données récentes publiées d'Embrace et de Rétro-Embrace dans les cols utérins de stade 1B, qui inclut le stade 1B3, qui montrent qu'on a un contrôle local pour ces patientes qui ont un stade 1B2, 1B3 de 95% et des complications sévères de moins de 5%. Donc aujourd'hui, on a une alternative à la chirurgie. Je ne dis pas que c'est un traitement standard en première intention, la chirurgie demeure le traitement de première intention, mais quand on a des patientes qui ont des tumeurs de 35 mm, entre 35 et 40 mm, le risque qu'elles aient besoin de chirurgie, chirurgie, plus derrière quelque chose, est élevé. Il faut vraiment bien les sélectionner et parfois envisager de faire un shift sur radiochimiothérapie, curithérapie. On a des essais randomisés qui ont testé la radiothérapie post-opératoire chez les patientes opérées d'emblée. Et quand on a des facteurs de risque de récidive, que sont l'atteinte profonde du stroma, les emboles, une taille supérieure à 4 cm, il y a un bénéfice en PFS à faire une radiothérapie post-opératoire, avec un risque de complications significatives. Donc la radiothérapie post-opératoire, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, non pas techniquement, mais parce que les patientes vont avoir des complications liées au fait que les structures digestives tombent dans le lit opératoire et on se retrouve à irradier beaucoup d'intestin grêle, même avec des techniques modernes. On a un autre essai de RTOG qui montre que la radiochimiothérapie post-opératoire est supérieure à la radiothérapie post-opératoire en survie globale et en PFS pour les patientes à haut risque, atteintes des marges, atteintes des paramètres. Donc aujourd'hui, une patiente qui va être opérée d'emblée, si elle a des facteurs de risque, elle aura besoin d'une radiothérapie post-opératoire. Et même des équipes très chirurgicales, comme celle de David Sibula, ont publié leurs données et on est autour de 50% d'indications post-opératoires chez les patientes opérées d'emblée. Donc la curie préopératoire a pour but d'éviter d'avoir besoin de cette chirurgie, plus derrière d'une radiothérapie post-opératoire. Pour ce qui est de la stadification ganglionnaire, on veut éviter quand même d'avoir besoin d'une irradiation chez des patientes qui auraient curie, chirurgie et derrière radiothérapie post-op en raison d'une atteinte ganglionnaire, et se discute donc de commencer par un ganglion sentinelle et curage pelvien, afin de vraiment sélectionner les patientes et d'éviter ces 15% qui devraient être traités en fait d'emblée par radiochimio-curithérapie en raison d'une extension extracervicale. La limite de cette approche qui serait stadification ganglionnaire, curie, si négatif, puis chirurgie, c'est qu'il y a 3 interventions, 3 anesthésies générales, et c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui pèse un peu sur les structures de soins et sur les patients surtout, parce que ce n'est pas totalement anodin, mais quand même, ça se justifie quand on voit la difficulté, le pronostic fonctionnel et oncologique de patientes opérées d'emblée, avec des stades un peu limites, tumeurs de l'ordre de 30-35 mm. Alors la sélection des patientes, elle est clinique, examen conjoint chirurgien spécialisé et curithérapeute qui connaît. L'IRM, qui doit être récente, parce que ce n'est pas rare de voir des progressions. J'ai une patiente qui nous est adressée pour une curithérapie préopératoire d'une tumeur qui fait 25 mm. Et 8 semaines plus tard, la tumeur elle fait 35. Relecture en centre expert pour s'assurer de l'absence d'extension paramétriale, d'atteinte ganglionnaire. La place du TEP, elle n'est pas validée pour le stade précoce. Quand on a des doutes sur des petits ganglions, on sera amené à faire ce curage. Et quand on a un doute sur une atteinte paramétriale, on sera amené plutôt à proposer une radiochimiothérapie et une curithérapie. Alors, la curithérapie préopératoire, c'est une curithérapie qui doit être faite par des centres qui connaissent, parce que ce n'est pas la curithérapie des cols localement avancés. Un stade localement avancé, l'objectif de la curithérapie, c'est d'aller à 90-95 degrés pour stériliser, parce qu'on sait qu'on ne rattrapera pas par chirurgie derrière. Là, c'est une option, la curie préopératoire, qui ne doit pas non plus obérer la chirurgie et augmenter le risque de complications. Donc l'objectif de cette curie préopératoire, c'est de traiter la partie proximale des paramètres,
c'est donner 60 Gray dans cette zone, et on voit que le plus souvent, ça suffit. En faisant attention à la dose au vagin, le volume cible, c'est le col, la partie proximale des paramètres, et 2 cm supérieur de vagin, pour éviter d'avoir la marge, pour éviter d'avoir des difficultés en post-opératoire. Et on a aujourd'hui l'outil qui nous permet de faire de l'optimisation, c'est-à-dire de précisément sélectionner la durée d'activation des sources radioactives dans le dispositif qui va être implanté pour éviter surtout la dose à la vessie, parce que c'est ce qui va le plus vous gêner, chirurgien, c'est la dose à la vessie qui peut favoriser des complications post-opératoires. On a montré que le volume irradié est également un facteur de risque de complications, et plus vous avez un gros volume, plus vous allez avoir des complications, en particulier vaginales. Donc c'est quand même une curithérapie qui doit être faite par des centres qui connaissent. On voulait monter un essai multicentrique français qui comparait le traitement aujourd'hui standard dans la recommandation internationale, qui serait la colpohystérectomie élargie par voie laparotomique, versus un traitement basé sur curithérapie préopératoire, puis une chirurgie par voie mini-invasive. Les patientes étant sélectionnées d'emblée par une stratification ganglionnaire systématique pour tout le monde. Il y a des équipes qui le font en routine pour éviter d'avoir besoin de faire une irradiation post-op. Malheureusement, cet essai qui me semblait très intéressant, parce qu'en plus, on y a intégré du translationnel avec des biopsies pour vérifier comment l'irradiation va modifier le micro-environnement, comment cette irradiation va potentiellement avoir un impact sur le risque ganglionnaire. On a des données qui nous disent que la curithérapie possiblement va avoir un effet immunogène, et donc on a retrouvé chez des patients qui n'avaient pas eu d'irradiation ganglionnaire des modifications dans leurs ganglions, signe qu'il y avait une réponse, peut-être une réponse dite abscopale. Cet essai qui nous semblait très intéressant, malheureusement ne sera pas financé par le PHRC, puisqu'on ne désespère pas et on va essayer d'insister. Alors, la curie préopératoire, elle a été développée à une époque où la radiothérapie post-opératoire, c'était des boîtes en 3 dimensions ou du cobalt avec des complications importantes. Aujourd'hui, on a la RCMI, la modulation d'intensité, et un essai randomisé qui nous montre quand même qu'on est à moins de 5% de complications grade 3+, quand on fait une radiothérapie sophistiquée en post-opératoire. Et j'ai envie de dire, ça pondère un peu le bénéfice de la curithérapie aujourd'hui, puisque ces patientes, quand on les opère et quand elles ont une irradiation post-opératoire, elles ont quand même moins de complications qu'à l'époque où on n'avait pas des techniques très sophistiquées. Donc, il y a des challenges que sont au niveau de preuve pas très élevé, besoin d'une stratification ganglionnaire, sélection des patientes, la technicité du traitement, ce n'est pas un traitement qui est accessible partout, et puis il y a des opportunités quand même. Beaucoup de données rétrospectives, et on a aujourd'hui des réseaux de collaboration entre différents centres qui sont mis en place et qui fonctionnent plutôt bien dans un contexte de, comme on vous l'a dit, comme Fabrice vous l'a dit, de centralisation dans des centres experts. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Donc on va lancer la discussion sur les 2 présentations. Est-ce qu'il y a des discussions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour le topo. J'avais 2 petites questions, notamment sur la curithérapie préopératoire. C'est que j'imagine qu'après une curithérapie, si on fait une colpohystérectomie élargie, la collerette vaginale de la colpectomie sera forcément un peu plus petite que celle qu'on fait lorsque l'on ne fait pas de curithérapie préopératoire, puisqu'il y aura moins de rétraction, et j'imagine que les décollements aussi sont un peu plus compliqués. Fabrice, donc c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que lorsqu'on fait, donc si potentiellement on fait le staging par le GS, et que finalement on se rend compte qu'il y a un N+ en pelvien, on pourra être amené pour le coup à faire un staging en aortique pour les champs d'irradiation, puisqu'on part sur un stade 3C. Alors, il y a deux questions. Sur le plan technique, je trouve que vraiment... alors, je ne sais pas si vous avez changé votre technique de curie par rapport à il y a très longtemps, mais ça se passe bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de modification majeure, nous, on n'a pas observé de morbidité différente. Après, tu as raison, hein, la question de l'évaluation des ganglions, tu as 2 options. C'est soit tu fais, comme Cyrus l'a montré, 3 temps,
Et effectivement, tu es sûr d'avoir une stadification ganglionnaire vraiment parfaite. Soit tu fais l'extemporané en cours d'intervention et tu sais que tu vas rater la plupart des micros et quelques macros de temps en temps même, et que tu risques d'avoir une radiochimio post-op, ce qui est clairement la mauvaise solution. Qui arrive rarement, mais ce jour-là, c'est un échec, clairement. Après, le problème de faire du plusieurs temps, c'est que pour bien faire un ganglion sentinelle aujourd'hui, il faut complètement développer les fosses paravésicales pararectales, c'est-à-dire que tu vas créer de la fibrose dans ces endroits-là, et donc si tu veux refaire une hystérectomie élargie derrière, ça va être problématique. Nous, on serait plutôt pour l'instant favorable à l'option extemporanée. Voilà. Peut-être qu'on pourra changer si on peut réduire la radicalité. Effectivement, après curithérapie, ça me paraît aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de redisséquer les paramètres. Donc ça refavoriserait l'évaluation ganglionnaire initiale. Mais ce n'est pas réglé. Fabrice, une petite question du coup pour l'aparo versus Célio. On l'a vu dans le siège, dans plein de trucs, les changements de paradigme du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Tu leur dis, mais moi je suis super fort, donc avec moi les 10% c'est pas une réalité. Parce qu'à un moment, tu vois ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ok, il y a des biais dans les études, la parotomie, l'hétérogénéité, les arbres. Je suis 100% d'accord avec ton topo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aux patients? Moi, j'avais eu la chance de bosser beaucoup dans des pays où il y avait très peu de célios. Les patients vont très bien et ils ont effectivement, à 5 ans après, ils ont une petite cicatrice et l'impact. Donc, je ne sais pas comment on informe les patients, comment on prend la décision, qui décide qu'il est assez bon et qu'il est assez entraîné. Tu as des chirurgiens qui font 50 cas par an qui sont pas très bons, hein. Je veux bien me mettre dessus si tu veux. Donc c'est pas tu vois, c'est sans aucun ego, tu vois. Comment tu décides que toi tu es assez bon pour pouvoir faire ça ou pas au vu des données aujourd'hui? D'abord, la première chose, c'est de regarder ses résultats. Donc là, tu vas savoir assez vite ce qui se passe chez tes patientes. Ensuite, dans l'information qu'on doit donner, je pense qu'il y a quand même deux catégories. Il y a les patientes de moins de 2 cm, surtout sans embole. Franchement, ça paraît assez équilibré. Donc je pense qu'il faut quand même donner les résultats de CELAC et du bras à la parotomie. Je veux dire, c'est quand même le meilleur bras qu'on ait jamais eu. Hein. Donc, et ensuite d'expliquer que peut-être on aura aussi bien ou pas loin avec la voie célioscopique, avec les petits artifices techniques que je vous ai décrits. Pour celles qui sont au-delà de 2 cm, je pense que clairement, là aussi, il faut quand même dire que la référence, c'est la laparotomie. Hein. Est-ce que, Cyrus, tu crois qu'il y aura une place un jour pour la curithérapie pour celles qui sont moins de 2 cm? En préopératoire, ouais. Pour de moins de 2 cm. C'est une question. S'il y a des emboles, ça nous arrive de faire assez fréquemment dans la cohorte. Il y avait des patientes qui étaient mortes de moins de 2, mais qui avaient beaucoup d'emboles sur la conisation. Donc ça arrive. Mais pour des patients de faible risque, je pense que ça fait quand même un traitement en plus. Et on n'a pas quand même suffisamment de données, à mon avis, pour... Non, mais est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra peut-être dire, pour les celles qui sont moins de 2 cm, même sans embole, on fait de la curithérapie, on fait une hystérectomie simple? C'est une question, hein, peut-être que... Parce qu'on a évolué quand même sur les indications. Même sans curie, c'est les échecs. Hein. Oui. Fabrice, du coup, l'algorithme que vous utilisez à Curie, c'est quoi, clairement? Donc, moins de 2, tu nous as dit, s'il n'y a pas d'embole, vous faites du mini-invasif? Oui, on propose en tout cas. Non, mais que les choses soient claires. Donc oui, moins de 2, pas d'embole, mini-invasif. Plus de 2, vous faites quoi? Curie, laparo première. Il n'y a pas un seul choix à chaque fois. Il y a à chaque fois pour que les gens aient à peu près une idée correcte de ce qu'on fait en pratique. Il y a à chaque fois la balance entre les deux voies d'abord. Et franchement, je pense que pour les moins de 2, on peut les mettre à égalité. Et les gens choisissent, disent, moi je ne veux prendre aucun risque, je fais une laparotomie. Voilà. Ou ok, je comprends ce que vous me dites et je suis prêt à prendre peut-être quelques pourcentages et on fera une célioscopie avec les artifices techniques. Au-delà de 2, il faut quand même très clairement expliquer que le bras de référence, c'est la laparotomie et que l'autre, c'est vraiment une option possible si les gens sont un peu aventureux. Quand même. Et l'option Curie et mini-invasif derrière, tu leur en parles également ou Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'option
célioscopique. Ouais. Du coup, je me permets de rebondir parce que là, je vous entends parler. Jusqu'ici, on disait, quand on ne parlait pas de la curithérapie, juste avant avec les topos, avec l'AC, etc., c'était dire là, plus de 2 cm, c'est la voie laparotomique hors essai, on oublie. Et là, dans la discussion, vous dites après curithérapie préopératoire, et vous dites chirurgie mini-invasive. Là, on est hors essai, dans les essais. C'est finalement, est-ce que la problématique de la centralisation dont vous parliez des cas tout à l'heure, c'est pas une centralisation quand on voit les résultats de stérilisation des pièces pour les tumeurs entre 2 et 4 cm, du extrêmement faible taux d'envahissement des paramètres après curithérapie. Est-ce que la centralisation, ça ne va pas être le critère principal, ça ne va pas être les centres qui possèdent de la curithérapie? C'est une excellente question. Alors, ça nous arrive aussi de faire la curithérapie pour des patientes qui vont être opérées dans d'autres centres. Dans des centres qui nous adressent la patiente pour curithérapie, ça arrive de manière assez fréquente. Mais c'est vrai que c'est quand même une discussion qu'il faut avoir avec. Il faut être certain que la patiente va être prise en charge par quelqu'un qui s'est opéré dans un territoire irradié quand même si c'est de la curithérapie, que ce n'est pas une irradiation externe qui va irradier de manière très large tout le vagin, etc. Il y a des remaniements. Alors maintenant, avec nos nouvelles techniques, comme l'a dit Fabrice, il y a une évolution quand même. Je pense on a vraiment diminué la dose à la vessie, on a vraiment diminué la dose au rectum et également au vagin. Dans les essais randomisés chirurgicaux, il n'y a pas de place pour la curithérapie, puisque c'est une approche qu'on a eu du mal à intégrer dans les recommandations comme option, et la plupart des équipes dans le monde n'en font pas et ne comprennent pas ce que c'est cette histoire de curie préopératoire. Il y a un travail qui va être en cours, qui va commencer à l'échelle française pour essayer de colliger un peu ces curithérapies préopératoires, regarder les modalités chirurgicales, regarder les modalités d'extension, les voies d'abord aussi, et peut-être qu'on aura davantage de données pour dire, voilà, pour des tumeurs de plus de 2 cm, si on fait une curie, on peut faire une voie mini-invasive. Alors moi, c'est difficile pour moi de dire que c'est un standard de faire du mini-invasif après curithérapie, mais je veux dire ce qu'on fait nous, on fait une voie mini-invasive chez les patientes qui ont une curithérapie préopératoire. C'est l'argument qu'il n'y a souvent plus rien. Donc le risque lié peut-être à cette voie et aux manipulateurs, etc., il est peut-être... Donc aujourd'hui, comme disait Sébastien, on en a discuté tout à l'heure, on n'utilise plus le manipulateur, mais tu pourras peut-être plus compléter que moi. Mais dans les études rétrospectives présentées, c'était manipulateur, c'était déjà du mini-invasif, et c'était des patientes qui avaient des grosses tumeurs. Donc peut-être effectivement que cette curie va permettre de s'affranchir de ça. Mais c'est vrai que le niveau de preuve, il reste encore un peu faiblard. Je peux juste faire un tout petit commentaire. En fait, il y a une idée qui circule et qui va être mise en place. Ça serait pour ces malades de faire un espèce d'enregistrement systématique de tous les patients traités dans tous les centres en France, pour dire qu'on a réfléchi à la problématique de réintroduire de la chirurgie minimale invasive, notamment après des stratégies implémentées qui ne sont pas couvertes par les publications, et dans l'idée de faire une espèce de, pas vraiment de base, mais d'enregistrement systématique de tous ces cas, qui souligne la démarche intellectuelle qu'on a eue et qui protégerait tout le monde de la communauté française par rapport à cette problématique.
Mais non, mais c'est vrai que ça devient compliqué le col. Comme l'a dit Fabrice au départ, ça devient difficile de s'y retrouver. Et pour être complètement honnête et compléter ce que disait Cyrus, en effet, les chiffres qu'il a montrés, c'était cannulateur à l'époque. Bien sûr, depuis, on l'utilise plus comme tout le monde. Et pour être vraiment honnête, on a en fait 3 groupes de patients différentes. On a les moins de 2 cm, sans embol. Là, c'est clair, on fait du mini-invasif. Et je pense que si on ne cannule pas, si on protège correctement, ça paraît raisonnable, comme l'a dit Fabrice. Je suis entièrement d'accord avec lui. Après, on a les 2 à 3. Où là, c'est vraiment curie. Et derrière, nous, on propose de faire du mini-invasif sur les données qu'on a rétrospectives, certes, mais sur les données qu'on a, en discutant avec les patientes, en les informant clairement et sans cannuler, bien évidemment. Et on a les 3 à 4. Et les 3 à 4, on relie le dossier vraiment encore plus sérieusement. Et quand on se rapproche de 4, on switch vers radiochimio. Donc on a vraiment 3 groupes différents qui ne sont pas du tout les mêmes types de patientes. Et quand on est sur du 3-4, on décide de faire quand même un traitement type 1B1, donc une chirurgie avec une curithérapie. C'est même les cas où on se pose la question de faire le staging ganglionnaire avant, parce que on sait que c'est vraiment sur cette population-là qu'on va avoir un taux de N+ élevé. Donc vraiment, c'est 3 populations différentes, et je pense que c'est important de le dire, parce que ça montre l'intérêt de discuter des dossiers en RCP, de relire les IRM pour vraiment avoir une taille de tumeur exacte, et pas se lancer sur une curie CHL, alors qu'en fait, on est à 38, 39, 40, 41 mm, ce qui est, à notre avis, là, on switch vers radiochimio. Et en général, quand le doute existe, on passe sur radiochimio-curie. Je peux poser juste une petite question polémique. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, il y aura la place pour ces patientes sur la chimiothérapie néoadjuvante? Parce qu'il y a certaines équipes qui le font pour augmenter leur traitement conservateur type trachélectomie. Donc, par exemple, sur une tumeur de plus de 3 cm, chimio néoadjuvante pour réduire l'importance du geste chirurgical, ça peut sortir à un moment ou... Dans la dernière revue qu'on a faite, nous on a oublié un peu la chimiothérapie néoadjuvante pour les traitements conservateurs devant les mauvais résultats des différentes séries. Voilà. Donc clairement pour nous, c'est les 2 à 3 qui souhaitent en effet éventuellement une grossesse avec d'énormes précautions et des IRM mensuels entre chaque cycle pour être sûr qu'elle ne progresse pas. Et malgré ça, on a quand même l'impression que les résultats ne sont pas aussi merveilleux que ce qu'on nous avait vendu au départ. Donc on est vraiment très très prudent là-dessus. Et avec une vraie volonté de grossesse au départ, je pense qu'il faut bien identifier la raison, parce que mine de rien, sur tous les conservateurs qu'on fait, il y a quand même beaucoup de patientes qui, derrière, n'essayent même pas d'avoir une grossesse. Donc vraiment, là, on est sur une situation très très à risque si on est à plus de 2 et qu'on fait une chimiothérapie. Donc il faut quand même être sûr qu'il y a un vrai projet de grossesse derrière. Juste la question de Frédéric est extrêmement pertinente parce que j'écarte les problèmes de préservation de fertilité. C'est autre chose. C'est vrai que les essais sont négatifs de néoadjuvant, mais simplement parce qu'il y avait un taux de radiothérapie post-opératoire qui était totalement inadmissible. Donc je pense que si on peut sélectionner une population, parce que le taux de réponse est quand même très bon, donc si on peut sélectionner une population qui n'aura pas besoin de radiothérapie post-op, là ça devient à mon avis une question qui se repose. Moi, mon inquiétude sur la hors essai sur la chimio première, c'est cet essai, ces 2 essais, l'essai de RTC et puis l'essai indien avec plus de 500-600 patientes, qui montrent quand même qu'il y a dans 25% des cas, il y a une progression sous chimiothérapie. Pour des stades qui ne sont pas des stades très avancés, c'est des stades 1B2, 1B3 et 2B. Il y a du 2B, il y a de l'avancé, mais c'est des patientes qui étaient N-. Et ce 25% de progression, c'est quelque chose, à mon avis, à prendre en compte et être particulièrement vigilant sur. Donc, voilà. Hors essai, pour l'instant, à mon avis, non. Vous avez une question? Ouais. Par rapport aussi à la fertilité, ainsi de suite, vu les chiffres de la curithérapie, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour faire une curithérapie pour une tumeur de 2 à 3 cm et après traitement conservateur par une trachélectomie plus ou moins élargie? En fait, la curithérapie, donc c'est la mise en place dans le vagin d'une coque en résine, et puis on met dans l'utérus une sonde qu'on appelle un tandem, une sonde intra-utérine. Et on va irradier le col utérin. Alors, il n'y a pas besoin de monter très très haut, on va irradier le fond vaginal, mais il y a une dose à l'utérus qui est significative. On n'a pas beaucoup de données sur quelle est la tolérance de l'utérus
dans sa fonction de myocontractilité, dans sa vascularisation. On dit qu'autour de 30 degrés, ça commence à poser problème. Et quand on fait une curie cervico-vaginale, on a une dose à l'utérus qui est quand même importante, qui entraîne une stérilisation. Puis la dose aux ovaires aussi, même si on les met très très loin, il ne suffit de pas grand-chose pour... Alors, Cyrus, je voulais juste te demander, peut-être aussi que dans les traitements néoadjuvants, on n'a pas tout encore compris, ni tout acquis, parce qu'il y a l'immunothérapie quand même qui pourra peut-être nous aider. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a des essais qui... Je te laisse en parler si tu veux. C'est une idée qui est dans l'air, je te confirme. Plus de questions dans la salle. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux. Voilà, en fait, c'est un sujet un peu plus light quand même, mais qui nous concerne tous, cancérologues, gynécologues, chirurgiens surtout. Et j'ai un problème, le topo est en anglais, mais ce n'est pas un problème pour vous, je suis sûr. Donc, je parle en français, bien sûr. Alors, je parle du ganglion sentinelle, place actuelle ou intérêt dans le cancer de l'endomètre et dans le cancer du col. Eh bien, le ganglion sentinelle, bon, là, tout le monde ici, c'est des cancéros, onco-gynéco-cancéros, donc je n'ai pas besoin de faire des définitions, mais vous savez ce que c'est. C'est un ganglion ou plusieurs ganglions qui sont les premiers à drainer un site. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre? Si vous avez une détection négative du ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre, ben vous êtes sûr que vous n'avez pas de métastase ganglionnaire. L'objectif à la fin de la journée, c'est de ne pas laisser en place un ganglion métastatique. C'est tout l'objectif. Si vous détectez 2 ganglions sentinelles, un de chaque côté, vous êtes sûr que vous n'allez pas laisser en place un ganglion positif avec une sensibilité de 96% et une valeur prédictive négative de 99%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que la détection de la recherche ou la détection de ganglion sentinelle, c'est faisable, c'est applicable dans les bas risques et dans les hauts risques, c'est sûr. Et le ganglion sentinelle, bien évidemment, il permet l'ultra-staging, on va en parler tout à l'heure. Alors, ce qui est nouveau là aujourd'hui, c'est la technique de ganglion sentinelle, de détection qui est standardisée. Ce n'est plus un peu au hasard où on rentre et on voit ce qui va fixer. C'est clair, c'est étape par étape, c'est 1, 2, 3, 4. Alors d'abord, on fait le mapping, on ouvre les espaces, on distingue, on identifie les vaisseaux, on identifie l'urtère, on trouve surtout notre cible principale, c'est l'artère ombilicale. Après, on cherche notre ganglion sentinelle. Alors, ça c'est un point de vue chirurgical, c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est quand même intéressant parce que le ganglion sentinelle, parfois on considère que c'est une technique mini-invasive, donc il faut faire le moins de dissection possible, moins d'ouverture des espaces possibles. C'est faux, c'est une erreur. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de bien ouvrir les espaces d'une manière modérée quand même, raisonnable, mais il faut ouvrir les espaces. Si vous avez une complication sur un ganglion sentinelle, alors vous êtes dans un trou, vous aurez du mal à contrôler. Donc il faut bien ouvrir les espaces, surtout également pour ne pas passer à côté d'un ganglion sentinelle, parce que tout ce qui est vert n'est pas le ganglion sentinelle, tout ce qui est bleu. Il faut bien ouvrir, il faut bien chercher, il faut suivre la recette, il faut suivre les règles. Alors, ouverture des espaces, alors commence d'abord par les injections. Un conseil pour les injections, mettez le moins de produits possible, parce que plus on met de produits, plus on a un champ vert et on trouve pas grand-chose, on est noyé dans le verre. Donc mettez moins, 2 cc devrait suffire. Par contre, vous pouvez toujours augmenter, injecter encore une fois si vous avez besoin, si vous ne trouvez pas le ganglion. D'accord? Donc 2 milli. Ça, c'est les recommandations de l'ESGO. Après, comment on fait? Donc on ouvre les espaces, on trouve notre artère ombilicale, après on suit le vaisseau lymphatique. Les vaisseaux lymphatiques sont beaucoup plus importants dans la détection du ganglion sentinelle que la détection d'un ganglion vert. C'est très important. Le plus important aujourd'hui, c'est de suivre le vaisseau lymphatique qui traverse l'artère ombilicale de médian à latéral. Donc, on trouve
l'artère ombilicale, on ouvre les espaces, on trouve l'artère ombilicale, on cherche le vaisseau lymphatique et on cherche le ganglion sentinelle. Parce que le ganglion sentinelle peut se trouver aussi ailleurs. Comme vous allez voir, 10% des ganglions sentinelles se trouvent dans des situations aberrantes, pas là où on les trouve. Ça, c'est un film de Fabrice. Alors, ce qui est bien dans ce film, voilà. Ce que je trouve très bien dans ce film, c'est justement tout le film plaît, bien sûr, mais ce vaisseau lymphatique, c'est très important, parce qu'en réalité, là, on voit bien les espace pararectal avec l'urtère. Ça, c'est l'artère ombilicale, le tronc ombilico-utérin, je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez tous. Vous comprenez. Ça, c'est l'artère utérine, espace pararectal. Mais là encore, donc, on voit notre artère ombilicale et ce tuyau vert qui traverse l'artère ombilicale. C'est ça ce qui nous intéresse. Dans la détection du ganglion sentinelle, il faut chercher le vaisseau lymphatique qui traverse l'artère ombilicale de la ligne médiane vers le latéral. C'est notre cible. Alors après, le conseil, c'est de ne pas couper, c'est de disséquer, pousser les tissus et pas couper. Si vous coupez les vaisseaux lymphatiques et vous n'êtes pas... Après, il y aura plein de verres partout, ça devient difficile. Alors, où se trouve le ganglion sentinelle? Dans 90% des cas, les ganglions sentinelles se trouvent là où c'est bleu. Ils se trouvent à l'origine de l'artère ombilicale. Ça, c'est les travaux du mémorial de Nadim. Dans 90% des cas, c'est à l'origine de l'artère ombilicale sous la veine iliaque externe. 90% des cas. Et dans les autres 10% des cas, eh bien, c'est la voie postérieure, décrite par Ian Peston, que vous connaissez. On va trouver surtout en pré-sacré. Mais d'abord, il faut donc commencer par suivre les règles, trouver le ganglion. Si on ne le trouve pas là où on doit le trouver, comme dans la majorité des cas, on va en arrière et on cherche. Alors maintenant, concernant comment améliorer la performance de la détection du ganglion sentinelle, il n'y a pas de secret. La première chose à faire, c'est l'expérience du chirurgien. Il faut combien de ganglions sentinelles pour dire qu'on est expert dans le ganglion sentinelle? Eh bien, les études le montrent, il faut 40 ganglions sentinelles. Une quarantaine. Quand vous avez fait une quarantaine de ganglions sentinelles, vous pouvez dire je suis expert et je peux trouver le ganglion sentinelle. Pour les 40 ganglions sentinelles, c'est peut-être pas facile, il faut les faire avec quelqu'un qui fait. Voilà. En plus, il faut encore une quarantaine de ganglions sentinelles pour la détection, mais aussi une quarantaine pour diminuer le nombre de empty pads. Parfois, on prélève quelque chose, on pense que c'est un ganglion, ce n'est pas un ganglion. Pour diminuer ce risque-là, aussi une quarantaine de ganglions sentinelles détectés. Comment on améliore encore la performance? En suivant cet algorithme, c'est le mémorial avec l'équipe de Nadim toujours qui ont mis en place cet algorithme. L'objectif à la fin, c'est quoi? C'est de ne pas laisser en place un ganglion positif. C'est notre objectif. Alors, comment faire? Donc, si on sort du ventre sans laisser un ganglion positif, on a gagné. Si on laisse un ganglion positif, on a perdu. Peu importe si on a trouvé ou pas le ganglion sentinelle ou ce qu'on a appelé le ganglion sentinelle. Cet algorithme, c'est quoi? C'est tout ce qu'on trouve comme ganglion suspect, on enlève, qu'il fixe ou pas. Tout ce qu'on trouve dans le pelvis comme ganglion vert, on prélève. Si on prélève tous les ganglions qui fixent, tous les ganglions suspects, eh bien, et en plus, si on ne trouve pas, on fait une pelvic lymphadenectomie. Si on suit cet algorithme-là, on a une valeur prédictive négative de la détection de 100%. Donc, si on fait comme ça, on ne laisse pas de ganglions positifs à la fin de l'intervention. Ultra-staging, ça, je pense que les anapathes peuvent nous en parler, c'est très important. Les ultra-staging, ça améliore considérablement la détection des métastases. Ultra-staging dans 5 à 15% des cas et jusqu'à 40% des cas ou 43% des cas des métastases qui n'étaient pas diagnostiquées sur des coupes conventionnelles sont diagnostiquées par ultra-staging. C'est très important parce que ça nous permet d'adapter le traitement néoadjuvant. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des métastases, ce qu'on appelle les low volume métastases, quand on a très peu de métastases, les micrométastases inférieures à 2 cm, ou bien les cellules tumorales circulantes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on traite ou pas? Pour le moment, on ne sait pas. Comment on améliore la performance?
un troisième point très important, c'est quand même l'utilisation du verre d'indocyanine. Le verre d'indocyanine fait mieux, c'est sûr, c'est évident, c'est prouvé, c'est documenté, il fait mieux que le bleu. Essayez d'avoir du verre d'indocyanine, c'est très important. Il fait mieux, c'est évident, presque 2 fois plus de détection avec le verre d'indocyanine d'une part. D'autre part, il est plus adapté aux femmes obèses. Et bien sûr, vous le savez bien, les cancers de l'endomètre surtout, c'est des femmes obèses. Troisième point important, bien sûr, il n'y a pas de radioactivité, il n'y a pas tous ces problèmes avec la médecine nucléaire. Il faut se déplacer, injecter, revenir. C'est vous qui faites l'injection et vous faites après la détection du ganglion sentinelle. Voilà, dans le cancer de l'endomètre, qui est rationnel, jusque-là, le cancer de l'endomètre, le raisonnement était binaire, oui ou non, noir ou blanc. Si vous aviez un stade, si vous avez un haut risque, un cancer de l'endomètre à haut risque intermédiaire ou haut risque, ben c'était simple, il fallait faire un curage pelvien et un curage lombo-aortique à tout le monde. Et si vous avez un risque faible, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien à tout le monde. Voilà, le raisonnement était, était simple, binaire, noir, blanc. Or, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. Si on applique ce raisonnement, eh bien, dans les présumés de haut grade, si on fait un curage pelvien et un curage lombo-aortique à tout le monde, eh bien, on aura des problèmes. Ou bien, le raisonnement est un peu simpliste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans les hauts grades présumés, dans 80% des cas, il n'y a pas de métastase ganglionnaire. Ça veut dire qu'on a fait le curage pelvien et lombo-aortique pour rien. Et le fait de faire le curage pelvien et lombo-aortique n'améliore pas la survie. On le sait, Aztec a montré ça, Panissi a montré ça. Le fait de faire un curage sans ganglion métastatique en soi n'améliore pas la survie. C'est logique. Donc finalement, dans 80% des cas, on va faire une intervention pour rien. On sait bien que dans les hauts grades surtout, on a quand même environ 30% de différence entre l'évaluation préopératoire et post-opératoire, entre l'IRM, entre les anapathes faites sur une petite biopsie. Eh bien, dans 30% des cas, on doit ajuster encore une fois notre prise en charge. Finalement, on peut tomber sur des downstaging ou upstaging. Bon, on n'est pas très précis. Bien sûr, on ne peut pas faire d'ultrastaging. Et puis, il faut savoir quand même que dans 10% des cas, le ganglion sentinelle ne trouve pas là où on le cherche. Enfin, le sentinelle, le ganglion métastatique ne se trouve pas là où on le cherche. Vous le savez, comme moi, en fait, que la lymphadénectomie, c'est un geste d'échantillonnage. Ça veut dire on enlève quelques ganglions et on dit qu'on a fait le curage lombo-aortique. D'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez un curage complet? C'est 10 ganglions? C'est 15 ganglions? C'est 20 ganglions? C'est 25 ganglions? Ben, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas. C'est quoi? La limite, c'est qu'on respecte des repères, mais on peut laisser des ganglions. Et les ganglions qu'on laisse peuvent être les ganglions les plus concernés, les métastatiques. Donc finalement, on est dans une science pas tout à fait exacte. Alors, ça c'est dans les stades ou bien dans les cancers à haut risque de récidive. Maintenant, dans les bas risques, c'est encore la même chose. Si on dit que finalement, pour les bas risques, on ne fait pas de ganglions, là aussi, on a des écueils. Par exemple, 18% des cancers de bas risque, quand on fait l'anatomo-histologie définitive, dans 18% des cas, ils sont upstagés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On revient encore une fois, on opère, on reprend la patiente pour une lymphadénectomie pelvienne lombo-aortique, on irradie pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a quand même des difficultés. Et il faut savoir que même quand on est dans un bas risque confirmé à l'histologie, dans environ 3% des cas, on a des métastases ganglionnaires qu'on laisse en place quand on opère ces patientes. Finalement, l'ultrastaging est très très performant, très utile, notamment dans le bas risque. Et dans les bas risques, on ne fait pas de gestes ganglionnaires. Eh bien, le problème maintenant, quand on fait des ganglions sentinelles, finalement, on peut avoir à peu près le même résultat, on le sait, le même résultat carcinologique que quand on fait une lymphadénectomie complète. Que ce soit un sentinelle ou une lymphadénectomie complète, à partir du moment où on a enlevé les ganglions métastatiques, même sécurité carcinologique.
Ça, c'est le plus important. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant ou pas de faire des sentinelles partout? Les études rétrospectives le montrent, les prospectives, c'est en cours, on ne sait pas trop, notamment dans les hauts grades. Maintenant, les recommandations de l'ESGO, c'est quoi? C'est que le sentinelle, le lymph node, enfin le ganglion sentinelle, c'est un standard de prise en charge dans les cancers à bas risque de récidive, mais c'est également à discuter où c'est possible dans les cancers à haut risque. On peut aussi le faire. Il faut qu'on soit capable de trouver les deux ganglions sentinelles des deux côtés. Il faut qu'ils soient négatifs et il faut aussi qu'ils soient négatifs en ultra-staging. Ultra-staging, c'est un must dans le ganglion sentinelle. Ça ne sert à rien d'enlever le ganglion sentinelle et de faire une analyse classique. Ça, c'est important. L'ultra-staging, c'est important. Ce qui manque aujourd'hui comme information, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les micrométastases. C'est quand on a des métastases de moins de 2 cm, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a des cellules tumorales circulantes, qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'a pas encore de réponse à ça, mais on a tendance quand même à considérer les micrométastases comme si c'était des métastases ganglionnaires, et on irradie, où on fait ce qu'il faut comme si c'était des métastases ganglionnaires. Les cellules tumorales circulantes, on n'a pas encore la solution, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà pour le cancer de l'endomètre. Pour le cancer du col, là je vais parler, bien sûr, le cancer du col, il y a Fabrice quand même, là, qui est le pape de Santicol. Le cancer du col de stade précoce, c'est son dada, mais enfin je vais parler peut-être sous son contrôle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en termes de chirurgie ganglionnaire pour les stades précoces du cancer du col? Pour les stades 1A plus lymphovascular space invasion, les stades 1 à 2, 1B1, 1B2, 2 à 1, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on commence par une lymphadenectomie pelvienne. Pourquoi? Parce que si la lymphadenectomie pelvienne donne des ganglions positifs, alors vous pouvez faire ça avec un examen extemporané si vous pouvez, ou pas, vous pouvez faire ça en 2 temps. En tout cas, on a besoin de cette information pour savoir qu'est-ce qu'on fait après. Si les ganglions sont positifs, ben, on abandonne et on confie la patiente aux oncologues pour faire une radiochimiothérapie. Si les ganglions sont négatifs, on fait comme d'habitude, l'hystérectomie élargie. Comment on fait? Ça, c'est un débat déjà, on y est déjà. Bon, le problème, c'est quand on fait une lymphadenectomie pelvienne à tout le monde, eh bien, on a des drawbacks aussi, comme pour le cancer de l'endomètre. Plus que 80% du cancer du col de l'utérus n'ont pas de métastases ganglionnaires, de stade précoce. Ça veut dire qu'on fait, dans 80% des cas, une lymphadenectomie exhaustive pour pas grand-chose. D'accord. Deuxièmement, dans 10 à 15% des cas, les patientes qui ont déjà eu une lymphadenectomie, c'est très important. On a fait une lymphadenectomie pelvienne. Tout va bien, tout est négatif, c'est bon. Mais dans 10 à 15% des cas, ces patientes vont présenter des métastases ou des récidives latéropelviennes. C'est quoi? Ben, ces récidives latéropelviennes, c'est tout simplement des ganglions qui ont été laissés en place. Parce que quand on fait l'exhaustivité de la lymphadenectomie n'est pas si sûre que ça. On peut toujours laisser en place des tissus lymphatiques ou des ganglions. Donc ces malades-là, c'est quand même des ganglions qui sont laissés en place après la lymphadenectomie. Et quand on fait du ganglion sentinelle, on se rend compte, les études l'ont montré, que dans 10% des cas, le ganglion sentinelle ne se trouve pas là où on cherchait, ou le ganglion métastatique, ou le ganglion sentinelle, en sachant que le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion, le premier relais ganglionnaire, il ne se trouve pas dans le groupe ganglionnaire qu'on a prélevé, il est ailleurs, dans 10% des cas. Ces 10% des cas, c'est sûr, on passe à côté quand on fait un curage pelvien simple. Et bien évidemment, on n'a pas de possibilité d'ultra-staging. Alors, comment sont aujourd'hui les métastases ganglionnaires pelviennes du cancer du col? Eh bien, le profil de ces métastases a changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes d'imagerie. On fait de l'IRM de haute performance, on fait du PET scan, donc on trouve des ganglions. On peut trouver les ganglions qui étaient métastatiques avant, qu'on ne voyait pas et qu'on trouvait par hasard quand on fait de lymphadenectomie. Aujourd'hui, on a des moyens plus performants. Mais avec ça, et malgré tout, eh bien, le taux de ganglions métastatiques
n'a pas diminué. On a à peu près le même taux de métastases ganglionnaires dans le cancer du col. Ce qui a changé dans ces métastases ganglionnaires, c'est la taille. La taille a beaucoup diminué. Et dans 70% des cas, ces métastases sont trouvées à l'ultra-staging. Alors qu'avant, c'était des macro-métastases. Aujourd'hui, donc, on a à peu près le même taux de métastases, on a des volumes de métastases qui ont diminué, mais le volume de métastases qui a diminué considérablement, et donc, dans 70% des cas, on les trouve en ultra-staging. Ultra-staging égale ganglion sentinelle. C'est évident. Bien sûr, dans la lymphadenectomie pelvienne, on peut passer à côté de ganglions, c'est évident, sûr, des ganglions métastatiques. Mais on peut aussi avoir des complications. On aborde les vaisseaux, on fait des gestes lourds. Eh bien, voilà, j'avais quelques films de complications. Je pense qu'on en a tous des choses comme ça. Eh bien, quand ça saigne, ça devient difficile. Après, on peut dire qu'à un moment donné, on a l'habitude, on essaie de faire attention, on n'aura pas ces complications, ça ne va pas nous arriver. Pourtant, ça peut nous arriver à tous les moments. Ce qui va nous arriver sûrement, parce que c'est inévitable, ce sont les lymphodèmes. Ça peut aller jusqu'à peut-être un quart des patientes qui vont développer de lymphodème après, ou des lymphocystes. Là également, jusqu'à environ un tiers des patientes qui vont avoir de lymphocystes et on ne saura pas quoi faire. Ça, c'est un vrai problème, le lymphocyste. Parfois, c'est symptomatique avec des compressions veineuses, mais parfois, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on reprend la patiente? Est-ce qu'on ponctionne? Ça revient encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est des complications un peu inévitables, incompressibles. Ça va arriver. Alors, le sentinelle lymph node dans le cancer de l'endomètre, eh bien, la même chose. Là également, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ça? Ben là, c'est Fabrice qui est là, qui peut confirmer, infirmer, dire ce qu'il veut dire. En fait, quand on a une détection bilatérale d'un ganglion sentinelle négatif à l'ultra-staging, eh bien, on ne laisse pas en place des ganglions positifs, c'est sûr. Il n'y a pas de faux négatif quand vous avez une double détection bilatérale du ganglion sentinelle. Ça, c'est sûr. Bien sûr, l'équipe du mémorial qui sont adeptes des algorithmes, eh bien, deuxième algorithme pour le cancer du col, même idée, même chose, même principe. Tout ce qui est vert, tout ce qui est détectable, il faut l'enlever. Tout ce qui est suspect, il faut l'enlever. Et si vous ne trouvez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une lymphadenectomie pelvienne d'un côté, évident. Si vous faites ça, vous avez un taux de faux négatif de 100%. Ça veut dire que vous n'allez pas laisser en place, encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas laisser en place un ganglion positif. Si on suit l'algorithme, on ne laissera pas en place un ganglion négatif. Maintenant, qu'est-ce que dans le cancer du col, quelle est l'attitude vis-à-vis des low volume métastases, des cellules des cancéreuses circulantes ou bien des micrométastases? Là, les études sont discordantes. Certaines études disent que ça a un mauvais pronostic, ou bien d'autres qui disent ça ne change rien. C'est la même chose. Là, c'est également la même chose. Les études rétrospectives disent attention, attention. Les études prospectives disent il n'y a rien du tout. Ce n'est pas encore clair. On ne sait pas quelle attitude à avoir quand on a des micrométastases. Et ça, c'est encore une fois une discussion des RCP. Chérif, excuse-moi une minute, je suis désolée, on est très en retard. Ah, je suis désolé. J'ai fini. Je suis désolé, je suis un peu bavard. C'est connu. Saint-Chicol 3, c'est en cours. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'enlever seulement le ganglion suffira ou pas? On aura la réponse bientôt. Et finalement, le ganglion sentinelle, ça c'est les recommandations de l'ESGO, ce serait suffisant dans les stades 1 à 1, 1 à 2 si on n'a pas de lymphovascular space invasion, et finalement, il faut faire avec le 1 à 2 et le ganglion sentinelle plus une lymphadenectomie pelvienne. Conclusion, c'est une option valide. Il faut apprendre à le faire et il faut le faire et c'est à la portée de tout le monde. Merci à vous tous. Alors, je suis désolée, mais on va passer les questions. On pourrait discuter avec le shérif après. Désolé pour le retard et désolé pour l'anglais. Donc, on va enchaîner sur la dernière session de la matinée, qui est sur les perspectives en cancérologie gynécologique, avec le docteur Arash Rafi, sur les tests et les panels pour quel type de cancer.